En 1934, deux fillettes identiques sont arrivées au château de Ravenscroft dans les Highlands écossaises, portant seulement un médaillon français, gravé d'une inscription qui bouleverserait à jamais notre compréhension de l'histoire européenne. Si cette histoire vous intrigue déjà, abonnez-vous et dites-moi en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Vous allez découvrir pourquoi ces deux enfants ont terrorisé les plus grands esprits de leur époque. Le château de Ravenscroft se dresse depuis 8 siècles, sur les landes désolées des Highlands écossaises. Ces tours noires découpant leurs silhouettes menaçantes contre le ciel perpétuellement gris. En 1934, cette forteresse ancestrale abritait l'orphelinat Saint-Columbas, dirigé par les Sœurs de la Charité de Nevers, un ordre français établi en Écosse depuis la Révolution française. L'établissement accueillait principalement des enfants abandonnés des communautés catholiques dispersées dans les montagnes. Les religieuses françaises, exilées depuis les lois de séparation de 1905, avaient trouvé refuge dans ces murs austères, perpétuant leurs traditions dans un pays aux coutumes différentes. Le 15 novembre 1934, une tempête d'une violence inouïe balayait les Highlands. Le vent hurlait à travers les créneaux du château, et la pluie martelait les vitraux de la chapelle avec une intensité qui inquiétait même les plus anciens habitants de la région. C'est dans cette nuit de chaos que l'histoire commence véritablement. Sœur Marguerite, la portière de l'orphelinat, était en train de vérifier que tous les volets étaient bien fermés lorsqu'elle entendit des coups répétés à la porte principale. À travers le judas, elle aperçut une silhouette encapuchonnée qui tenait deux petites formes emmitouflées contre sa poitrine. « Ouvrez au nom de la charité chrétienne !» cria une voix masculine, presque inaudible dans le tumulte de la tempête. Sœur Marguerite fit entrer l'homme, un paysan local qu'elle reconnut vaguement. Il était trempé jusqu'aux os, ses vêtements collés à son corps maigre, et ses yeux exprimaient une terreur qu'elle n'avait jamais vue. « Je les ai trouvés sur la lande, » balbutia-t-il, près des ruines de l'ancien abbaye. Elle était là, assise dans la pluie, comme si elle attendait quelqu'un. Il déposa délicatement les deux enfants sur le sol de pierre, deux fillettes identiques, âgées d'environ 6 ans, aux cheveux noirs de jet, et aux yeux d'un bleu si intense qu'ils semblaient presque lumineux dans la pénombre. Leurs vêtements, bien que trempés, étaient d'une qualité remarquable. Velours bordeaux brodé de fils d'or, des chaussures en cuir italien qui n'avaient pas leur place dans les landes désolées de l'Écosse. Elles n'ont pas dit un mot, continua l'homme. Mais regardez, il désigna le cou de l'une des fillettes. Autour de son cou pendait un médaillon en or, ciselé avec une précision d'orfèvre. Sœur Marguerite s'approcha et examina l'objet. Sur le recto, elle reconnut les armoires de la famille de Montclair, une ancienne lignée de la noblesse française. Au verso, une inscription en latin, Veritas temporis filia. La vérité est fille du temps. L'homme repartit dans la tempête sans même donner son nom, laissant les deux enfants aux soins des religieuses. Mais ce qui troubla immédiatement sœur Marguerite, c'est que les fillettes ne semblaient pas du tout effrayées. Elles observaient leur nouvel environnement avec une curiosité détachée, comme si elles reconnaissaient les lieux. Mère supérieure. Catherine, une femme de 60 ans, aux traits, sévères mais au cœur généreux, fut appelée pour s'occuper des nouvelles arrivantes. Elle constata immédiatement plusieurs anomalies troublantes. D'abord, les fillettes ne parlaient que français, mais un français d'une autre époque. Elles utilisaient des expressions et des tournures grammaticales que Mère Catherine n'avait entendues que dans les manuscrits du XVIIIe siècle. Quand elle leur demanda leur nom, l'une répondit Isabelle et l'autre Céleste, avec une gravité peu commune pour des enfants de leur âge. Plus troublant encore, elles semblaient parfaitement connaître la disposition du château. Sans qu'on leur ait fait visiter les lieux, elles se dirigeaient sans hésitation vers le réfectoire, la chapelle et même vers des pièces fermées au public. Quand sœur Marguerite leur demanda comment elles connaissaient le chemin,
Isabelle répondit simplement « Grand-mère nous a souvent raconté ». Les semaines suivantes révélèrent des comportements de plus en plus déconcertants. Les fillettes dessinaient sans cesse des portraits d'hommes et de femmes en costume d'époque, qu'elles prétendaient être leurs ancêtres. Elles décrivaient, avec une précision troublante, des événements qui s'étaient déroulés dans le château au siècle précédent. Des bals masqués, des duels dans la cour d'honneur, des messes secrètes dans la crypte. Mère Catherine décida de faire des recherches. Elle écrivit à la maison, mère de Nevers, demandant des informations sur la famille de Montclair. La réponse qui arriva 6 semaines plus tard la glace à d'effroi. La lettre de sœur Thérèse, archiviste de l'ordre, contenait des révélations qui bouleversaient tout ce qu'on croyait savoir sur les fillettes. « Ma chère Catherine, écrivait-elle, les armoires que vous décrivez appartiennent effectivement à la famille de Montclair. Mais cette lignée s'est officiellement éteinte en 1799, avec l'exécution d'Étienne de Montclair et de sa femme Marguerite pendant la Terreur. Leur fille unique, Céleste, alors âgée de 15 ans, a disparu la nuit même de l'exécution de ses parents. Selon les archives, elle était enceinte d'un enfant illégitime. La lettre continuait, mais il existe des documents non officiels qui mentionnent une fuite vers l'Écosse. Il semblerait que Céleste de Montclair était aidée par un réseau de nobles français exilés. Elle aurait trouvé refuge dans un château écosse, le château de Ravenscroft. Mère Catherine sentit un frisson glacé parcourir son échine. Elle poursuivit sa lecture. J'ai trouvé dans nos archives une correspondance entre notre ordre et le château de Ravenscroft, datée de 1796. Une jeune femme française, prénommée Céleste, y aurait accouché d'un enfant en secret. L'enfant aurait été élevé par les domestiques du château, tandis que la mère aurait rejoint un couvent en France sous une fausse identité. Cette révélation poussait Mère Catherine à observer les fillettes avec une attention nouvelle. Elle remarqua qu'elles avaient des habitudes aristocratiques. Elles tenaient leur couvert avec une élégance naturelle, s'exprimaient avec une politesse désuète, et semblaient familières avec des protocoles sociaux complexes qu'aucun enfant de leur âge ne devrait connaître. Plus troublant encore, elles connaissaient des détails intimes sur la vie du château au XIXe siècle. Elle parlait de Lady MacLeod comme si elle l'avait connue personnellement, décrivait sa robe de mariée avec une précision saisissante, et racontait des anecdotes sur ses habitudes quotidiennes. Mère Catherine décida d'organiser une confrontation. Elle emmena les fillettes dans la bibliothèque du château où étaient conservés les portraits des anciens propriétaires. Quand elle leur montra le tableau de Lady Elizabeth MacLeod, épouse du laird du château au milieu du XIXe siècle, les fillettes eurent une réaction stupéfiante. « C'est arrière-grand-mère, Élisabeth », déclara Isabelle avec naturel. Elle portait toujours ce collier de perles, même pour dormir. Céleste ajouta, « Elle nous chantait des berceuses françaises dans cette même bibliothèque. Elle nous disait que nous étions les gardiennes d'un secret. » Le sang de Mère Catherine se figea. Lady Elizabeth MacLeod était décédée en 1868, soit 56 ans avant la naissance présumée des fillettes. Si cela vous donne des frissons, likez cette vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous pensez qu'il s'est vraiment passé. Déterminée à élucider ce mystère, Mère Catherine entreprit des recherches approfondies dans les archives du château. Elle découvrit des documents qui n'avaient jamais été catalogués, cachés dans une malle poussiéreuse au fond des greniers. Parmi ces papiers, elle trouva le journal intime de Lady Elizabeth MacLeod, rédigé entre 1850 et 1868. Les premières pages évoquaient une vie mondaine typique de l'aristocratie écossaise, mais les entrées devenaient progressivement plus troublantes. En date du 15 mars 1851, Lady Elizabeth écrivait « J'ai découvert aujourd'hui l'existence d'une descendante cachée de la famille de Montclair, une jeune femme prénommée Marie-Céleste,
qui prétend être la petite-fille de la Céleste, disparue en 1799. Elle vit dans le village, dans la plus grande discrétion, et élève seule ses 2 filles. L'entrée suivante, datée du 20 mars révélée, j'ai rencontré Marie-Céleste et ses jumelles. Ces enfants sont d'une beauté saisissante, mais il les ment d'elles quelque chose de troublant. Elles semblent posséder une mémoire qui ne leur appartient pas, parlent d'événements qu'elles n'ont jamais vécus, comme si elles y avaient assisté. Les pages suivantes décrivaient une obsession grandissante de Lady Elizabeth pour ses fillettes. Elle les faisait devenir au château en secret. Leur apprenait us et coutumes de la noblesse, et semblèrent convaincus qu'elles étaient les héritières légitimes d'un patrimoine perdu. En 1855, le journal révélait un fait capital. Marie-Céleste est morte dans des circonstances troublantes. Ses filles, Isabelle et Céleste, ont disparu le même jour. J'ai fait rechercher partout, mais on ne les a jamais retrouvées. Comme si elles s'étaient volatilisées. Mère Catherine ressentit un malaise grandissant. Si ses fillettes étaient mortes en 1855, comment pouvaient-elles être arrivées au château en 1934? Elle continue à sa lecture, espérant trouver une explication rationnelle. Les dernières entrées du journal, datées de 1878, peu avant la mort de Lady Elizabeth, étaient de plus en plus confuses et troublantes. Elles sont revenues. Isabelle et Céleste sont revenues, exactement comme je les avais laissées. Elles n'ont pas vieilli d'un jour. Elles m'ont dit qu'elles attendaient le bon moment pour révéler la vérité sur leur famille. Elles connaissent à date des choses qu'elles ne devraient pas connaître. Elles parlent de ma mort, comme si elles étaient déjà arrivées. Je commence à croire que ces enfants portent en elles la mémoire de toute leur lignée. La dernière entrée, presque illisible, déclarait « J'ai compris ». Elles ne sont pas des enfants ordinaires. Elles sont les gardiennes d'un secret que les Montclair ont transmis de génération en génération. Un secret qui pourrait ébranler les fondements de l'aristocratie européenne. Bouleversée par ces révélations, Mère Catherine décida d'écrire aux autorités ecclésiastiques françaises. Elle envoya une lettre détaillée à Monseigneur Dubois, évêque de Nevers, lui demandant de faire des recherches approfondies sur la famille de Montclair. La réponse arriva 3 mois plus tard, accompagnée d'un dossier volumineux qui allait changer la perception de toute cette affaire. Monseigneur Dubois avait découvert des documents secrets dans les archives du Vatican, des papiers que l'Église gardait précieusement depuis la Révolution française. Ces documents révélaient l'existence d'un réseau clandestin de nobles français qui avaient survécu à la terreur en falsifiant leur mort. La famille de Montclair, écrivait l'évêque, n'a jamais été totalement éteinte. Étienne de Montclair avait prévu sa chute et avait organisé un système complexe de fausses identités et de refuges secrets. Sa fille Céleste n'était qu'un maillon de cette chaîne. Le dossier contenait des arbres généalogiques secrets, des correspondances codées et des témoignages de prêtres qui avaient aidé à maintenir cette mascarade pendant des décennies. Plus troublant encore, les documents révélaient l'existence d'un protocole de transmission. Chaque génération de la famille de Montclair était chargée de préserver et transmettre des informations compromettantes sur d'autres familles nobles européennes. Des secrets qui pouvaient détruire des réputations, révéler des bâtardises ou prouver des trahisons. Armée de ces nouvelles informations, Mère Catherine décida de confronter directement les fillettes. Elle les emmena dans la chapelle du château, sous les voûtes gothiques qui avaient vu défiler tant de secrets au fil des siècles. Isabelle, Céleste, commença-t-elle d'une voix grave. Je sais qui vous êtes vraiment. Les fillettes la regardèrent avec une gravité troublante, comme si elles attendaient ce moment depuis longtemps. Nous savons que vous savez, répondit Isabelle avec une maturité déconcertante. Nous avons attendu que vous découvriez la vérité par vous-même. Céleste ajouta, « Nous ne sommes pas des enfants ordinaires, Mère Catherine. Nous sommes les gardiennes d'une mémoire qui traverse les siècles. » Mère Catherine sentit ses jambes fléchir. « Mais comment est-ce possible ?»
Comment pouvez-vous connaître des choses qui se sont passées avant votre naissance? Parce que nous sommes toujours les mêmes, expliqua Isabelle. Génération après génération, nous revenons pour accomplir notre mission. Nous sommes les dernières de notre lignée, et nous portons en nous la mémoire de tous ceux qui nous ont précédés. Quelle mission? Demanda Mère Catherine, bien qu'elle redoutât la réponse. Révéler les secrets que les puissants ont voulu enterrer, répondit Céleste. Dénoncer les crimes, les trahisons, les mensonges qui ont construit l'Europe moderne. Les fillettes d'Éden se levèrent et se dirigèrent vers l'autel. Derrière le retable, elles activèrent un mécanisme secret qui révèle à une cachette dissimulée dans la pierre. À l'intérieur, des documents jaunis, des sceaux brisés et des parchemins couverts d'une écriture ancienne. Voici les preuves, dit Isabelle. Des documents qui prouvent que la moitié de la noblesse européenne actuelle descend d'unions illégitimes, de trahison ou de crimes jamais punis. Mère Catherine examina les documents avec un mélange de fascination et d'horreur. Ses mains tremblèrent légèrement, tandis qu'elle déchiffrait les écritures anciennes, certaines si délavées par le temps qu'elles semblaient vouloir disparaître sous son regard. Elles y découvrirent des actes de naissance falsifiés, des testaments modifiés, avec une expertise troublante. Des correspondances secrètes entre des familles qui se prétendaient ennemies mortelles dans l'histoire officielle. Les sceaux de cire rouge sang qui authentifiaient ces documents portaient de des armoires et qu'elle reconnaissait parfaitement, celles des plus grandes maisons de France et d'Écosse. Chaque parchemin révélait une couche supplémentaire de mensonges institutionnalisés, de trahisons orchestrées, de manipulations qui avaient façonné l'Europe pendant des siècles. Un document en particulier attira son attention, son cœur s'arrêtant presque de battre quand elle en comprit la portée. C'était un contrat signé en 1749, l'année même de la Révolution française, entre plusieurs familles nobles françaises et leurs homologues écossaises. L'encre brune avait pris une teinte rougeâtre avec le temps, comme si le sang des victimes de la terreur avait imprégné le papier. Un pacte secret qui organisait minutieusement la survie de l'aristocratie française en échange de services futurs, des services qui impliqueraient la manipulation des événements politiques européens pendant des générations. Ce contrat, explique un Céleste d'une voix qui semblait porter le poids de siècles de souffrance, prouve que la Révolution française n'a pas été le soulèvement populaire spontané que l'histoire officielle décrit. Elle a été orchestrée par certains nobles pour éliminer leurs rivaux et refonder l'aristocratie sur de nouvelles bases. Les mots de la fillette résonnaient dans la chapelle comme un blasphème. Mère Catherine sentit ses certitudes s'effondrer une à une. Tout ce qu'elle avait appris sur l'histoire de son pays, sur les nobles martyrs de la Révolution, sur les héros et les victimes, prenait soudain une dimension sinistre. Isabelle ajouta, ses yeux d'un bleu glacial, fixant Mère Catherine avec une intensité dérangeante. Notre famille a été chargée de préserver ces preuves, de les transmettre de génération en génération, jusqu'au moment où elles pourraient être révélées sans danger. Nous sommes les témoins vivants d'une vérité que l'Europe entière préfère ignorer. Mais pourquoi maintenant? Demanda Mère Catherine, sa voix brisée par l'émotion. Pourquoi en 1934? Pourquoi révéler tout cela aujourd'hui? Céleste échangea un regard lourd de sens avec sa sœur, comme si elle communiquait par une langue secrète que seule elle comprenait. Parce que l'Europe se prépare à une nouvelle guerre, répondit-elle avec une gravité troublante pour une enfant de son âge. Une guerre qui va redistribuer les pouvoirs, comme la Révolution française l'a fait. Les mêmes familles qui ont orchestré la chute de l'Ancien Régime préparent maintenant la chute de la démocratie. Il est temps que la vérité éclate avant qu'il ne soit trop tard. L'affirmation fera pas Mère Catherine, comme un coup de tonnerre. En 1934, les signes avant-coureurs d'une nouvelle guerre se multipliaient en Europe. Mais entendre une enfant de 6 ans
prédire l'avenir avec une telle précision, la glace a des froids. Les fillettes expliquèrent alors leur nature véritable, révélant un système si complexe et si troublant que Mère Catherine dut s'asseoir pour ne pas s'effondrer. Leur famille avait développé ce qu'elles appelaient un système de réincarnation artificielle. Pas au sens mystique, mais au sens le plus pratique et le plus terrifiant qui soit. Chaque génération de notre lignée, continua Isabelle, était formée dès le plus jeune âge pour porter la mémoire des précédentes. Nous ne sommes pas nés avec ces souvenirs, Mère Catherine. On nous les a implantés, gravés dans notre esprit par des années d'entraînement intensif, de répétition obsessionnelle, de conditionnement psychologique. Céleste reprit, nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères. Toutes ont sacrifié leur propre identité pour faire de nous des réceptacles vivants de l'histoire secrète de l'Europe. Nous connaissons par cœur les secrets, les noms, les dates, les preuves, parce qu'on nous a formatés pour être des archives humaines. La révélation était si monstrueuse que Mère Catherine ressentit une nausée physique. Ces enfants n'étaient pas des enfants. Elles étaient les produits d'un conditionnement multigénérationnel, des êtres humains transformés en bibliothèques vivantes, pour préserver des secrets que leurs ancêtres voulaient transmettre. Nous ne sommes pas immortels, précisa Isabelle, une tristesse infinie dans sa voix enfantine. Nous sommes les dernières d'une lignée qui s'est sacrifiée pour préserver la vérité. Quand notre mission sera accomplie, notre lignée s'éteindra. Nous n'aurons pas d'enfants. Le secret mourra avec nous, mais seulement après avoir été révélé au monde. Cette révélation plongea Mère Catherine dans un dilemme moral et politique, d'une ampleur qu'elle n'avait jamais imaginée. Elle détenait maintenant des informations qui pouvaient non seulement bouleverser l'histoire européenne, mais aussi déclencher des révolutions, détruire des gouvernements et plonger le continent dans le chaos. Mais elle était également consciente des dangers mortels que représentait la diffusion de ces informations. Les heures qui suivirent furent les plus longues de sa vie. Elle arpenta sa cellule toute la nuit, se demandant si elle avait le droit de garder ses secrets ou si au contraire elle avait le devoir de les révéler. Les implications étaient vertigineuses. Si ces documents étaient authentiques, alors l'histoire entière de l'Europe moderne était basée sur un mensonge. Au petit matin, elle prit sa décision. Elle écrivit immédiatement à Rome, rédigeant une lettre urgente adressée directement au cardinal secrétaire d'État, demandant des instructions au Vatican. Elle décrivit la situation dans les moindres détails, joignant des copies des documents les moins compromettants pour prouver l'authenticité de sa découverte. La réponse arriva par télégramme 3 jours plus tard, si rapide que Mère Catherine comprit immédiatement que l'Église était déjà au courant de l'existence de ces secrets. Le message était bref et sans équivoque. Document. Remise autorité ecclésiastique. Stop filette. Protection pontificale immédiate. Stop silence. Absolu. Exigé. Stop. Le lendemain matin, des hommes en noir arrivent au château dans une automobile aux vitres teintées. Ils se présentèrent comme des émissaires du Vatican, munis de documents officiels signés par le pape lui-même. Leur mission était claire, récupérer tous les documents et emmener les fillettes dans un lieu sûr. Mais quand Mère Catherine les emmena vers les quartiers des enfants, elle découvrit avec stupeur que les chambres d'Isabelle et de Céleste étaient vides. Les lits n'avaient manifestement pas été défaits, comme si les fillettes n'y avaient jamais dormi. Tous leurs effets personnels avaient disparu, à l'exception d'une lettre posée soigneusement sur l'oreiller d'Isabelle. L'écriture était celle d'un adulte cultivé, bien que la lettre soit signée du nom des fillettes. « Chère Mère Catherine, merci de nous avoir comprises et d'avoir cru en nous, malgré l'invraisemblance de notre histoire d'un. C'est Tourdindien. Notre mission ici est terminée. Nous partons accomplir notre destinée ailleurs, dans d'autres lieux,
auprès d'autres gardiens de la vérité. Les secrets que nous portons verront le jour quand l'humanité sera prête à les entendre. Et ce moment approche plus vite que vous ne le pensez. La lettre continuait. Ne cherchez pas à nous retrouver. Nous existons maintenant dans l'ombre de l'histoire, comme nos ancêtres l'ont fait avant nous. Mais sachez que les documents que vous avez vus ne sont qu'une infime partie de ce que nous préservons. La vérité complète est si bouleversante qu'elle pourrait détruire les fondements mêmes de la civilisation occidentale. Les émissaires du Vatican fouillèrent le château de fond en comble, mais ne trouvèrent aucune trace des fillettes, ni des documents les plus compromettants. Seul restait quelque part chemin secondaire, suffisant pour prouver l'authenticité de l'affaire, mais insuffisant pour révéler la véritable ampleur du complot. Les semaines et les mois qui suivirent furent une période de questionnement intense pour Mère Catherine. Elle ne cessa de s'interroger sur la nature exacte de ce qu'elle avait vécu. Oscillant entre la conviction d'avoir été témoin d'un événement historique majeur et la crainte d'avoir été victime d'une manipulation psychologique sophistiquée. Elle fit des recherches approfondies, écrivant secrètement à des historiens de renom, contactant des généalogistes spécialisés dans la noblesse française et même consultant discrètement des médecins spécialisés dans les troubles de la mémoire et les phénomènes de suggestion collective. Les réponses qu'elle reçut ne firent qu'approfondir le mystère. Certains experts lui parlèrent de cas exceptionnels de mémoire génétique, où des traumatismes ou des informations cruciales pouvaient être transmis de génération en génération par des mécanismes biologiques encore mal compris. D'autres évoquèrent des phénomènes de transmission culturelle intensive, où des communautés isolées développaient des méthodes d'apprentissage si poussées qu'elles pouvaient créer l'illusion d'une mémoire surnaturelle. Mais aucune explication scientifique, aussi sophistiquée soit-elle, ne parvenait à rendre compte de la précision troublante des connaissances des fillettes, de leur capacité à décrire des détails intimes sur des personnes mortes depuis des décennies, ou de leur connaissance de secrets qui n'avaient jamais été consignés par écrit. L'année 1938 marque un tournant décisif dans la quête de vérité de Mère Catherine. Quand la guerre éclata en Europe, exactement comme les fillettes l'avaient apprédit, elle reçut un colis anonyme qui raviva toutes ses interrogations. Le paquet portait un cachet postal de Londres, mais aucune adresse d'expéditeur. À l'intérieur, elle découvrit des copies de documents historiques authentiques qui corroboraient de manière troublante certaines affirmations des fillettes, des preuves irréfutables que des familles nobles avaient effectivement survécu à la Révolution française par des moyens frauduleux, des correspondances secrètes qui révélaient l'existence de réseaux de survie aristocratiques et des témoignages de première main sur les manipulations politiques du XVIIIe siècle. Le colis contenait également une photographie qui fit battre son cœur à tout rompre. Prise devant le Parlement britannique, elle montrait deux jeunes femmes en costume moderne des années 1930, mais leurs visages étaient indubitablement ceux d'Isabelle et de Céleste. Elles avaient bien grandi, certes, mais leurs traits caractéristiques, leurs yeux d'un bleu glacial, leur expression de gravité troublante, étaient parfaitement reconnaissables. Au dos de la photo, une inscription à l'encre violette. La vérité finit toujours par triompher. Les graines que nous avons plantées germeront bientôt. Silence. Cette découverte plonge à Mère Catherine dans un état de trouble profond. Si ces fillettes étaient réellement ce qu'elles prétendaient être, alors leur influence s'étendait bien au-delà du petit château écossais où elle les avait rencontrées. Elles étaient peut-être en train d'accomplir leur mission à l'échelle européenne, révélant leurs secrets à d'autres gardiens, préparant le terrain pour un bouleversement historique majeur. Mère Catherine emporta ce secret dans sa tombe en 1952, terrassée par une pneumonie foudroyante. Sur son lit de mort, elle confia sa plus proche collaboratrice, sœur Marguerite, celle-là même qui avait accueilli les fillettes en 1934,
l'existence d'un coffret contenant ses notes personnelles sur l'affaire. Elle avait légué ce coffret à l'ordre des Sœurs de la Charité, accompagné d'instructions très précises. Les documents ne devaient être ouverts qu'en cas de nécessité historique absolue, et seulement par les plus hautes autorités de l'Église catholique. Ces documents restèrent scellés pendant près de 40 ans, oubliés dans les archives du couvent de Nevers. Ils ne furent exhumés qu'en 1989, lors du bicentenaire de la Révolution française, quand l'Église décida de faire le bilan de ses archives secrètes concernant cette période troublée de l'histoire française. Les historiens qui furent autorisés à étudier les notes de Mère Catherine ne purent jamais confirmer ni infirmer totalement les révélations qu'elles contenaient. Les documents étaient trop fragmentaires, les témoins tous décédés, et les preuves matérielles avaient disparu avec les fillettes mystérieuses. Cependant, leurs recherches révélèrent des éléments troublants. En consultant les archives de diverses familles nobles européennes, ils découvrirent que plusieurs d'entre elles avaient été secouées entre 1934 et 1989 par des scandales impliquant des documents mystérieusement apparus, révélant des secrets enfouis depuis des siècles. En 1943, la famille des Bourbons-Condé avait été contrainte de reconnaître l'existence d'une branche illégitime après la découverte de testaments cachés. En 1956, les héritiers du duc de Montmorency avaient vu leurs titres remis en question par l'apparition soudaine d'actes de naissance falsifiés datant de l'Ancien Régime. En 1967, la maison de Polignac avait été impliquée dans un scandale financier lié à des biens spoliés pendant la Révolution, révélés par des documents que personne ne savait expliquer. Chaque fois, les révélations suivaient le même schéma. Des documents authentiques apparaissaient mystérieusement, révélant des secrets que les familles concernées avaient cru enterrés à jamais. Et chaque fois, les enquêtes menées pour identifier la source de ces fuites échouaient, comme si les preuves étaient divulguées par des fantômes. 60 ans après l'affaire du château de Ravenscroft, les questions demeurent sans réponse. Les historiens continuent de débattre sur la nature exacte des événements de 1934, certains y voyant un cas fascinant de manipulation psychologique collective, d'autres suspectant l'existence réelle d'un réseau secret de gardiens de la mémoire aristocratique. Une chose reste indéniable. L'influence des révélations attribuées aux fillettes mystérieuses s'est étendue bien au-delà de leur apparition fugace en Écosse. Si l'on trace une ligne reliant tous les scandales nobiliaires qui ont éclaté en Europe entre 1934 et 1989, on obtient une carte qui correspond étrangement aux principales routes commerciales et politiques de l'aristocratie européenne. Coïncidence. Ou l'accomplissement méthodique d'une mission séculaire portée par des enfants qui n'étaient peut-être pas des enfants ordinaires. En 2019, lors de la numérisation des archives du Vatican, les chercheurs ont découvert une note manuscrite, datée de 1934, classée dans les dossiers les plus secrets de la secrétairerie d'État. Le document rédigé en latin mentionnait brièvement l'affaire des jumelles écossaises et concluait par ces mots troublants « Veritas, temporis, filia ». Les gardiens de la mémoire ont commencé leur œuvre. Que Dieu nous aide tous. Cette note était signée du cardinal Eugenio Pacelli, le futur Papy XII. Croyez-vous que tout a été révélé dans cette histoire? Pensez-vous que les fillettes de Ravenscroft étaient vraiment ce qu'elles prétendaient être, ou victimes d'un conditionnement familial poussé à l'extrême? Les coïncidences troublantes qui ont suivi leur disparition vous semblent-elles crédibles? Ou pensez-vous qu'il existe une explication rationnelle à tous ces événements? Commentez-y dessous vos théories. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui questionnent les certitudes de l'histoire officielle et partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, s'interrogent sur les secrets que les puissants préfèrent garder dans l'ombre. Car après tout, comme le disait le médaillon des fillettes, Veritas, temporis, filia, la vérité est fil du temps. Et peut-être que le temps, en cette époque de révélation et de transparence forcée,
n'a pas encore dit son dernier mot sur cette affaire troublante, qui continue de hanter la mémoire de ceux qui osent la questionner. Sous-titres réalisés par la communauté d'Amara.org.